Bonjour, donc le cours d'aujourd'hui s'intitule La gestion des objets du domaine Active Directory. La dernière fois, dans le cours précédent, nous avions vu c'était quoi un contrôleur de domaine, c'était quoi la notion d'un domaine, et surtout comment installer un contrôleur de domaine. Donc aujourd'hui, le but de ce cours, c'est beaucoup plus de voir comment gérer les différents objets qu'on va trouver dans notre domaine. Comme on l'avait dit la dernière fois, les services d'un domaine vont nous aider à mieux gérer notre réseau de manière plus efficace. Par exemple, on aura la possibilité de gérer les différents comptes des utilisateurs, les différents comptes des ordinateurs, en essayant de les mettre dans des groupes. Et ceci au lieu de gérer un compte à chaque fois. Par exemple, si je veux donner une autorisation à un groupe d'utilisateurs, je ne vais pas donner l'autorisation à chaque utilisateur indépendamment. Il suffit de le mettre dans un groupe et de donner l'autorisation au groupe. C'est ce qu'on avait un peu vu la dernière fois. Il faut savoir aussi que le fait de gérer les identités des différents appareils devient une tâche très complexe, surtout avec le développement actuel de l'informatique. Par exemple, surtout avec actuellement ce qui se passe, on favorise beaucoup, par exemple, le travail à distance. Donc là, il y a eu la création d'un nouveau paradigme depuis quelques années qui s'appelle le BYOD, ce qu'on appelle Bring Your Own Device. Ceci signifie tout simplement que chaque utilisateur pourra utiliser ses propres équipements pour pouvoir se connecter à un réseau d'entreprise. Donc, en tant qu'administrateur, vous serez amené à gérer de nombreux types d'appareils avec des systèmes d'exploitation qui peuvent facilement être hétérogènes. Il faut savoir que Active Directory possède de nombreuses fonctionnalités qui pourront vous aider à gérer ce type, si vous voulez, de tâches. Alors, il faut savoir que généralement, dans Active Directory, tout est considéré comme étant des objets, notamment un utilisateur. Alors, dans ADDS, je vous montre ça. Donc, on disait que généralement, dans ADDS, un objet utilisateur, ce n'est pas uniquement une propriété liée à l'identité ou à un compte de sécurité. C'est carrément une pierre angulaire de notre ADDS. Pourquoi est-ce qu'on parle de pierre angulaire? Parce que c'est tout simplement un objet défini avec plein d'attributs. Et il utilise un ensemble de processus efficaces et sécurisés qui vont être liés à l'administration de ces comptes. Généralement, avant de créer des comptes utilisateurs, des comptes d'ordinateur ou bien des groupes, il est important pour vous de comprendre c'est quoi l'outil qui va vous aider à faire tout ça. Il faut savoir que dans Active Directory, vous avez une console qu'on appelle le composant affichable d'administration Active Directory. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Alors, attendez, je vous la montre tout de suite. Ce sera plus simple.
Alors, c'est la console dont je vous étais en train de vous parler. Alors, dans cette console, qu'est-ce que vous voyez? C'est ce qu'on appelle le composant affichable Active Directory. Donc là, ça, c'est l'un des composants affichables. On trouve déjà le premier composant qui est utilisateur et ordinateur Active Directory. C'est cette console. Donc là, elle est gérée. On va l'utiliser pour pouvoir gérer les ressources quotidiennes les plus courantes, notamment vos utilisateurs que vous allez trouver ici dans Users, les différents groupes que vous trouverez aussi dans Users. Je vous ai expliqué la dernière fois que la double icône signifie que c'est un groupe et que l'icône simple signifie que c'est un utilisateur. Vous allez pouvoir gérer les ordinateurs que vous allez trouver dans Computers et en même temps pouvoir gérer les différentes unités organisationnelles que nous allons créer par la suite durant le TP. Nous avons une autre console en fichable que nous appelons Site et Service Active Directory. Alors, ça s'affiche uniquement. Voilà. Alors, vous vous rappelez, lors du dernier cours, on avait parlé de la notion de site. On avait dit qu'un site, c'est tout simplement un emplacement géographique dans lequel se trouve une partie de notre domaine ou bien une partie de notre forêt. Donc, au niveau de cette console, on va l'utiliser pour gérer tout ce qui est topologie de notre réseau, avec tous les services qui sont associés. Là, vous remarquez qu'on peut déclarer plusieurs sites, donner le sous-réseau du site, les adresses IP de chaque site, etc. On verra ça plus tard. Là, c'est beaucoup plus une présentation. Nous avons aussi notre console qui s'appelle Domaine et approbation. Alors, au niveau de cette console, on va l'utiliser pour configurer et maintenir les relations d'approbation quand on a plusieurs domaines. Alors, il faut savoir, pour vous rappeler ce qu'on avait dit la dernière fois, on peut avoir une forêt, la forêt est composée de plusieurs domaines. Maintenant, on peut définir les relations entre les domaines. Alors, les relations, ça peut être quoi? Ça peut être une relation hiérarchique, soit une relation d'approbation. Une approbation veut dire quoi? Veut dire que le domaine X, par exemple, accepte tous les utilisateurs du domaine Y. Mais est-ce que ça va être réciproque? Est-ce que ça va pas l'être? Quelles sont les conditions d'acceptation? Etc. Tout ça, on le verra dans la partie où on va parler de, des relations d'approbation. La dernière console affichable qu'on va voir, c'est la console qui s'appelle Schema Active Directory. Alors, je dois l'installer au préalable, je n'ai pas encore installé la console. Bon, en résumé, généralement, c'est une console qui va être utilisée pour examiner et modifier les définitions d'attribution des classes d'objets. Si vous, si vous vous rappelez, quand on avait parlé des catalogues globaux, etc. Donc c'est là-bas que nous avions la description de chaque objet. Donc au niveau du schéma Active Directory, c'est là qu'on va pouvoir modifier la description de ces objets. Seulement, il faut savoir que c'est une console qui est très très rarement utilisée. Parce que généralement, il est vraiment très déconseillé de modifier les schémas des objets, parce que généralement, ils sont bien définis. C'est vraiment des cas très rares durant lesquels on va modifier les schémas. Alors, comme on est en train de parler d'Active Directory, il faut savoir que Active Directory au niveau de Windows Server 2012 fournit notre option pour pouvoir gérer les différents objets, ce qu'on appelle le centre d'administration Active Directory.
Alors, ce centre va fournir une interface graphique basée sur Windows PowerShell que vous pouvez utiliser pour améliorer et effectuer tout ce qui est gestion d'Active Directory. Alors, généralement, cette interface, elle vous permet de faire quoi? Elle vous permet de créer et gérer des comptes utilisateurs, ordinateurs ou groupes, de gérer des unités d'organisation, de vous connecter à plusieurs domaines et de pouvoir les gérer, de filtrer les données et de gérer les différents paramètres de contrôle dynamique. Par exemple, les stratégies d'accès centrales, les règles d'accès central. Ne vous inquiétez pas, toutes ces notions dont on est en train de parler, on les verra par la suite en détail. De la même manière, vous vous rappelez dans le premier cours, on avait vu la notion de Windows PowerShell. On avait vu, même durant le TP qu'on avait fait en présentiel, on avait vu que Windows PowerShell était un langage script qui était dédié à Windows. C'est pour cela, par exemple, il faut savoir que sur Windows 2012, vous avez Windows PowerShell version 3.0 qui est installé par défaut. Par contre, si vous avez la version R2, vous allez avoir le Windows PowerShell version 4 qui sera installé. Avec cette version Windows PowerShell version 4, vous avez la possibilité d'effectuer des traitements propres à Active Directory. Par exemple, vous avez la possibilité d'installer le rôle AD Server Lightware directement en utilisant le PowerShell. De la même manière, il faut savoir qu'il y a plusieurs commandes en ligne, PowerShell qu'on peut utiliser. Par exemple, vous avez la commande ds add, qui permet de créer de nouveaux objets. Vous avez aussi d'autres commandes, par exemple le ds-get pour afficher les propriétés d'un objet, le ds-mod. Bon, ne vous inquiétez pas pour les commandes, vous allez les retrouver sur le support de cours. Ça ressemble au script shell de Linux, mais il est différent. Alors, pour répondre à M. Benasman, il faut savoir que le PowerShell, c'est un script shell, effectivement, mais qui est propre à Windows. Pourquoi est-ce qu'il a été créé? Alors, ce que je vous avais expliqué lors du premier TP, c'est qu'il a été créé spécialement pour Windows, parce que le langage DOS qui est généralement utilisé existait avant Windows. Donc, il ne contient pas de commandes propres à Windows. Par contre, PowerShell, vous allez avoir des commandes noyaux, pratiquement comme les shells de Linux. Donc, vous allez avoir des commandes qui sont plus adaptées à votre système d'exploitation. Alors, quand on va parler de compte utilisateur, il faut savoir que chaque utilisateur dans ADDS qui doit accéder à des ressources réseau doit disposer d'un compte. Quand on parle de ressources réseau, ça veut dire quoi? Ça veut dire accéder à sa machine déjà, si elle est membre du domaine. Accéder aux différents services réseau, par exemple. Accéder à une imprimante partagée. Accéder à un serveur. Accéder à des données. Donc, pour pouvoir avoir un compte et se connecter, l'utilisateur est obligé de s'authentifier auprès du contrôleur de domaine pour accéder à ces ressources. Il faut savoir qu'un compte utilisateur, c'est un objet qui va contenir toutes les informations qui vont définir un utilisateur. Donc, notamment le nom d'utilisateur, le mot de passe, l'appartenance au groupe, etc. Il faut savoir qu'avec un compte utilisateur, on peut soit autoriser un utilisateur ou lui refuser les autorisations de se connecter à un ordinateur. On peut lui accorder l'accès à des processus et à des services pour un contexte de travail ou de sécurité qu'on va définir nous-mêmes. Ça veut dire donc, sous telles conditions, vous pouvez accéder. Si les conditions ne sont pas satisfaites, vous ne pouvez pas le faire. On peut aussi gérer l'accès des utilisateurs à différentes ressources, par exemple les différents objets ADDS, leurs propriétés. On peut même gérer l'accès des utilisateurs, des dossiers partagés, à des fichiers, bien à des répertoires.
comme on l'avait dit tout à l'heure, un compte utilisateur va permettre à un utilisateur de se connecter aux ordinateurs et aux données avec une identité qui est déjà connue. Pourquoi? Parce qu'elle existe déjà dans le contrôleur. Donc il va s'identifier, ce qui va prouver que c'est lui. L'authentification, c'est quoi? C'est soit saisir un mot de passe, soit utiliser une carte à puce. Donc c'est un moyen de prouver son identité. Il faut savoir quel nom d'utilisateur, donc un identifiant d'un utilisateur doit obligatoirement être unique dans le domaine, voire même dans toute la forêt. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir dans une même forêt deux utilisateurs avec le même identifiant. Alors, identifiant veut dire username. Maintenant, comme je vous ai expliqué lors du cours précédent, dans AD, tout est objet. Et généralement, ce que je vous ai dit, un objet, on le décrit comment? Est-ce que vous vous en rappelez? Rappelez-vous de l'exemple que je vous ai donné, l'exemple de la table. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là en moi? D'accord. Alors, ce qu'on disait, c'est qu'un objet généralement est décrit par quoi? Donc, je vous ai dit, un objet est décrit par des attributs. C'est le schéma de l'objet. Et le schéma, c'est quoi? C'est les attributs ou bien les propriétés. Rappelez-vous dans l'exemple de la table, qu'est-ce qu'on avait défini comme attribut? La couleur, la matière, la forme, etc. On avait défini certains attributs. De la même manière, lorsqu'on va créer un utilisateur dans ADDS, il sera nécessaire de définir les attributs et les propriétés de cet objet. Donc, un compte utilisateur doit, je possède des attributs et des propriétés. Et là, lorsque vous allez créer un compte utilisateur, vous serez obligé de renseigner ses propriétés et ses attributs. Maintenant, il faut savoir que vous avez des attributs obligatoires que vous êtes obligé de renseigner. Sans ces attributs, vous n'allez pas pouvoir créer votre compte. Et vous avez des attributs optionnels que vous n'êtes pas obligé de renseigner. Alors, si on essaie un peu de voir les différents attributs. Alors, nous avons des attributs de l'objet utilisateur, ils vont se répertorier en plusieurs grandes catégories. Ces catégories, vous allez les voir durant le TP pour le volet d'application des propriétés de l'utilisateur. Alors, le premier attribut, c'est le compte. Par exemple, vous allez avoir le nom d'utilisateur, le prénom, les initiales, nom complet, les différents noms de connexion, donc les usernames, les heures auxquelles vous l'autorisez à se connecter,
À quelle machine est-ce qu'il a le droit de se connecter? Est-ce que le compte expire ou non? C'est-à-dire, est-ce que le compte a une durée de vie limitée ou non? Est-ce que l'utilisateur a le droit de changer son mot de passe, etc. Bon, je ne vais pas vous lister toutes les propriétés, vous y trouverez par la suite dans le support de cours. Vous allez avoir l'organisation, une description de l'organisation dans laquelle il travaille, par exemple, son numéro de bureau, son adresse mail, son numéro de téléphone. Est-ce qu'il est membre d'un groupe ou non? Quels sont les paramètres de son mot de passe? Est-ce qu'il a un profil? On verra par la suite. Donc maintenant, c'est quoi cette notion de profil? Alors, je ne sais pas si vous avez eu déjà l'occasion de le voir dans certains films ou ailleurs. Des fois, l'utilisateur se connecte dans un réseau d'entreprise. Vous avez remarqué que souvent, tous les écrans se ressemblent. Les écrans se ressemblent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les utilisateurs, par exemple, auront la même image de fond, ce qu'on appelle l'image de bureau. Est-ce qu'à votre avis, c'est tous les utilisateurs qui se sont mis d'accord pour fixer la même image, ou bien est-ce que c'est l'administrateur qui l'a mis? Maintenant, même si l'administrateur vous a mis, par exemple, une image de fond, c'est facile de la modifier. Alors pourquoi est-ce que toujours on retrouve la même image, la même image de fond sur les différents écrans dans une entreprise? Il faut savoir qu'à chaque fois qu'un utilisateur va se déconnecter de sa session, quand il est dans un domaine, les pas différents paramètres de votre bureau et de vos applications vont être enregistrés dans un sous-dossier. Ce sous-dossier s'appelle cd.users. Vous pouvez vous amuser, pardon, vous pouvez vous amuser à vérifier maintenant sur votre PC. Si vous allez ouvrir, je le fais en même temps que vous. Alors, si j'ouvre mon PC, je vais faire ces deux points. J'ai un dossier qui s'appelle users. Et là, vous avez mon compte actuel, les comptes par défaut et les comptes publics. Bon, les comptes publics, vous n'allez rien trouver parce que je n'ai pas de compte public sur ma machine. Mais si j'ouvre le dossier pour mon nom d'utilisateur, je vais trouver euh, les différents paramètres de mon compte, notamment le ntusers.date, etc. On verra ça tout à l'heure en détail. Donc, je vous disais, sur le disque dur de chaque machine, vous allez trouver un dossier qui s'appelle c2.users. Alors, c'est à l'intérieur qu'on va trouver des dossiers qui correspondent au nom de l'utilisateur. Et ce qu'il y a dans ce dossier, c'est ce qu'on appelle le profil de l'utilisateur. Un profil, c'est quoi? C'est tout simplement les paramètres d'environnement de cet utilisateur. Donc, les paramètres du bureau, les applications qu'il utilise, les paramètres qu'il a enregistrés, etc. Alors, dans ce dossier, comme vous l'avez vu tout à l'heure, on va trouver des sous-dossiers qui vont contenir des documents, des paramètres du profil en lui-même. Vous allez même trouver des vidéos, des images, des fichiers qu'il a téléchargés. Maintenant, imaginons que nous avons un utilisateur qui est susceptible de vouloir se connecter de manière interactive sur plusieurs postes de travail qu'il a. Alors, je m'explique. Imaginons que vous travaillez dans une entreprise, mais que vous soyez amené à changer de PC. Il faut savoir qu'il y a des multinationales où c'est des open space. Dès que vous arrivez, vous vous installez dans le premier bureau que vous allez trouver. Le problème qui va se poser dans ce cas de figure, c'est que la veille, par exemple, vous avez laissé votre PC, votre travail sur le PC numéro 1. En arrivant le lendemain, le PC numéro 1 est occupé par quelqu'un d'autre. Donc, vous allez vous installer sur le PC, disons numéro 5. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez prendre un flash disk et lui demander de vous copier votre travail sur Access? Donc là, l'idéal serait que votre profil
nous suivre là où vous allez. Quoi? Ça veut dire que les paramètres et documents doivent être disponibles sur n'importe quelle machine sur laquelle vous allez vous connecter. Là, il faut savoir qu'il y a plusieurs méthodes qu'on peut faire pour que le profil de l'utilisateur puisse le suivre partout. Ce n'est pas une option qui existe par défaut, mais c'est quelque chose qu'on peut paramétrer. Alors, il faut savoir qu'on peut paramétrer, configurer les propriétés d'un compte utilisateur, gérer son profil. Alors, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un chemin pour le profil. Ce chemin, ça peut être soit un chemin local, ça veut dire au sein de la même machine, soit ce qu'on appelle un chemin UNC. Soit local. Ça s'appelle Universal Naming Convention. Il faut savoir que les paramètres du bureau de l'utilisateur sont stockés généralement dans votre profil. Alors, si votre profil utilise un chemin UNC, pour répondre uniquement à Baraka, oui, c'est le cas par exemple des call centers. L'utilisateur aura un accès à ces paramètres de bureau, quel que soit l'ordinateur du domaine auquel il se connecte. Donc là, on parlera d'un profil itinérant. Ça veut dire quoi un profil itinérant? Ça veut dire tout simplement un profil qui se déplace. On verra par la suite en TP comment créer un profil itinérant. Ça veut dire prendre sauvegarder les paramètres de profil dans un emplacement et les lier au compte utilisateur de telle manière quand vous ouvrez votre machine, quel que soit l'endroit où vous allez l'ouvrir, il va aller récupérer les paramètres de votre profil à partir du serveur lui-même. Donc, au lieu de sauvegarder les paramètres de votre profil sur une machine, ils seront sauvegardés dans un serveur central. Et là, quelle que soit la machine sur laquelle vous allez vous connecter, il ira sur le serveur récupérer les paramètres de votre profil. Alors, il faut savoir qu'il y a aussi ce qu'on appelle le script de connexion. Un script de connexion, c'est quoi? C'est un fichier batch qui va contenir des commandes qui vont s'exécuter lorsque vous allez vous connecter. Donc, généralement, en règle générale, ces commandes, on va les utiliser soit pour créer des mappages de lecteurs. Ça veut dire quoi un mappage de lecteur? Ça veut dire on va vous connecter à un lecteur réseau. Bon, on va beaucoup plus que de les utiliser comme fichier de commande d'ouverture de CC. Généralement, on va les utiliser par exemple pour implémenter des GPO ou bien des stratégies de groupe. Je vous donne un exemple. Imaginons, je veux par exemple, dès que vous vous connectez, que vous soyez par exemple connecté à un dossier partagé. Donc là, je peux faire un script de connexion pour que dès que vous vous connectiez, votre machine se connecte à un dossier partagé, ou bien un lecteur partagé pour que vous puissiez récupérer vos données. Il y a un troisième paramètre, ce qu'on appelle le dossier d'accueil. Donc un dossier d'accueil, c'est quoi? C'est tout simplement une zone de stockage dans laquelle un utilisateur pourra enregistrer toutes ses données personnelles. Donc là, on peut spécifier soit un chemin local, soit un chemin UNC pour mettre ce dossier. Maintenant, pour gérer les profils, on peut aussi utiliser ce qu'on appelle des stratégies de groupe. Alors, au lieu d'utiliser les paramètres de compte de l'utilisateur de manière individuelle, ça veut dire quoi? Aller à chaque utilisateur, définir son chemin de profil, etc. On peut utiliser les objets de stratégie de groupe pour gérer ce type de paramètres. Donc là, comment est-ce qu'on va faire? On va configurer des paramètres de redirection en utilisant tout simplement, en mettant en place une stratégie qui va permettre d'ouvrir des menus de configuration
La stratégie de groupe, c'est quelque chose qu'on verra par la suite en détail dans le chapitre stratégie de groupe. Là, c'est beaucoup plus. L'idée, c'est de vous donner des pistes sur les différentes manières qu'on peut utiliser. Généralement, lorsqu'on est amené à gérer une petite entreprise qui est composée de 20, 30 personnes, ça paraît une tâche très aisée. Gérer 20 personnes, c'est pas très compliqué. Donc, je peux attribuer des autorisations à chaque utilisateur. Je peux régler ces problèmes, initialiser leur mot de passe, faire tout ce qui est nécessaire à faire pour tout administrateur. Cependant, le problème devient plus complexe quand vous êtes administrateur d'une grande entreprise. Ça va être vraiment de la perte de temps. Si je prends une grande entreprise, par exemple, vous avez 400 employés. Est-ce que vous pensez qu'il est aisé pour vous de faire le travail individuellement par employé? C'est pas évident. Donc, c'est pour ça qu'on va créer la notion de groupe. Un groupe, ça va être quoi? Ça va être tout simplement, comme son nom l'indique, un groupe dans lequel je vais mettre des comptes utilisateurs. Et au lieu de attribuer des autorisations individuelles, j'attribue l'autorisation au groupe. Comment généralement on fait? Tout simplement, je vais mettre dans le même groupe des utilisateurs qui ont les mêmes propriétés. Je prends un exemple. J'ai par exemple des commerciaux auxquels je dois attribuer une autorisation d'accès à une imprimante donnée. Je vais mettre tous les commerciaux dans le même groupe, je vais l'appeler le groupe commercial, et je vais dire ce groupe commercial a le droit d'imprimer sur telle imprimante. Mais il n'a pas, par exemple, le droit de reconfigurer une imprimante. Par exemple, le droit de reconfigurer une imprimante, je vais le donner aux informaticiens. Les informaticiens peuvent configurer. Les commerciaux peuvent uniquement imprimer. Donc, si par exemple j'ai 20 commerciales, au lieu d'attribuer 20 autorisations, je déplace les 20 commerciales dans le même groupe et j'attribue l'autorisation au groupe. Donc, tous les membres d'un groupe vont hériter des autorisations attribuées au groupe. Maintenant, il faut savoir qu'il existe deux types de groupes. Ce qu'on appelle les groupes de sécurité et nous avons les groupes de distribution. Alors, on va commencer par le plus simple. Alors, les groupes de distribution, c'est des groupes qui ont dit généralement qu'ils ne sont pas sécurisés. Généralement, on les utilise exclusivement dans les applications de messagerie. Ils sont utilisés pour distribuer des messages, comme leur nom l'indique. Il faut savoir que les groupes de distribution ont ce qu'on appelle ont des identificateurs de sécurité SID. Donc, chaque groupe de distribution possède. Cependant, il faut savoir qu'ils ont un attribut groupe type Active Directory. Donc, ils ne peuvent pas être autorisés à accéder aux ressources. Donc, on ne peut pas attribuer une autorisation accès aux ressources. Donc, ça ne sert à rien de mettre des gens dans des groupes de distribution pour dire, voilà, tel groupe de distribution a le droit d'imprimer, ou bien a le droit d'ouvrir tel dossier de partage. Ça ne marchera pas. Par contre, les groupes de sécurité, comme leur nom l'indique, c'est des groupes qui sont activés pour la sécurité. Et eux sont utilisés pour attribuer
des autorisations à diverses ressources. Donc, si vous voulez attribuer des autorisations à des utilisateurs, il faut les mettre dans un groupe de sécurité. Donc, avec un groupe de sécurité, on peut utiliser pour attribuer des listes de contrôle d'accès. On peut l'utiliser pour attribuer des autorisations à des ressources, etc. Maintenant, il faut savoir aussi que le groupe de sécurité, on peut l'utiliser pour attribuer l'accès aux ressources et en même temps, on peut l'utiliser aussi pour la distribution des emails. Donc, il fait double fonction. C'est pour cela il y a beaucoup d'organisations qui utilisent uniquement les groupes de sécurité. Ils ne vont pas utiliser les groupes de distribution, ils vont vous dire pourquoi est-ce que je devrais le faire. Du moment où mon groupe de sécurité, je peux l'utiliser pour les deux. Par contre, les recommandations de sécurité, qu'est-ce qu'ils vous disent? Si vous voulez créer un groupe uniquement pour distribuer le courrier, ne créez pas un groupe de sécurité. Utilisez un groupe de distribution. Pourquoi? Parce que généralement, en matière de sécurité, on parle d'accorder ce qu'on appelle le moindre privilège. Le moindre privilège, ça veut dire quoi? Pourquoi créer un groupe avec lequel je peux donner des autorisations si je n'ai pas besoin d'autorisation? Si je me fais attaquer, quelqu'un va trouver le groupe, il va lui donner des autorisations qu'il veut. Mais moi, je n'ai pas besoin d'accorder d'autorisation à ce groupe. Donc, il vaut mieux que le garder en tant que groupe de distribution. Il faut savoir qu'un groupe de sécurité peut être converti en groupe de distribution. Mais dès que vous allez le convertir en groupe de distribution, vous allez perdre toutes les autorisations que vous avez attribuées aux utilisateurs, membres de ce groupe. Imaginons que j'ai un groupe composé de 3 utilisateurs, c'est un groupe de sécurité. Je viens d'autoriser le groupe à imprimer, j'ai autorisé à accéder à un dossier de partage, etc. Dès que je le bascule en groupe de distribution, il va perdre cette autorisation. Parce qu'un groupe de distribution ne peut pas avoir d'autorisation. Et par conséquent, les utilisateurs de ce groupe n'auront plus le droit d'accéder à l'imprimante et n'auront plus le droit d'accéder au dossier de partage. Il faut savoir que tout à l'heure, on avait dit que les groupes ont 2 types, les groupes de sécurité et les groupes de distribution. Il faut savoir qu'un groupe a ce qu'on appelle une portée. Alors, les portées de groupe, ça veut dire quoi? Alors, d'abord, on parlera de différents, si vous voulez, niveaux de portée d'un groupe. La portée peut être soit locale, ensuite je vous explique, soit domaine local, soit global, soit universel. Alors, on va commencer par ce qu'on appelle le groupe local. Alors, le groupe local, généralement, on va l'utiliser pour les serveurs et les postes de travail autonomes. Ça veut dire quoi? Un serveur autonome ou un poste de travail autonome, c'est un poste de travail qui n'est pas sur un domaine. Donc, utilisé sur les machines autonomes. Par exemple, si je vous pose la question, votre PC sur lequel vous travaillez, est-ce qu'il est membre d'un domaine? Vous pouvez répondre s'il vous plaît. D'accord. S'il n'est pas membre d'un domaine, il est quoi? Il est autonome. Le fait de dire qu'il est autonome, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est seul, il est isolé de toute infrastructure, réseau à gestion centralisée. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas connecté au réseau, vous l'êtes, mais la gestion de la machine se fait de manière autonome. Ça veut dire on gère la machine à partir de la machine. Maintenant, sur votre machine elle-même, si vous allez, alors, attendez, vous allez cliquer sur poste de travail et cliquez sur gérer.
Cliquez sur votre poste de travail avec le bouton droit. Ensuite, cliquez sur Gérer. Voilà. Vous allez avoir cette fenêtre. Est-ce que vous avez la fenêtre, c'est affiché chez vous? Alors, au niveau de cette fenêtre, vous allez voir que vous avez ce qu'on appelle utilisateur et groupe. Si je clique dessus, je vais trouver utilisateur et groupe. Quand j'ouvre groupe, vous allez trouver que vous avez plein de groupes qui existent par défaut, notamment le groupe des administrateurs. Si je clique sur le groupe d'administrateurs, je trouve mon compte parce que je suis administrateur de ma machine. Alors, il faut savoir que ces groupes sont ce qu'on appelle des groupes locaux. Pourquoi est-ce qu'on les appelle des groupes locaux? Tout simplement parce que c'est des groupes qui existent sur des machines autonomes. Ça veut dire leur portée, donc leur rayon d'action ne dépassera pas ma machine. Alors, généralement, les groupes autonomes, où est-ce qu'on va les trouver? Les groupes locaux, où est-ce qu'on va les trouver? Sur toutes les postes de travail autonomes, on va les trouver aussi sur les PC et les serveurs membres d'un domaine qui ne sont pas contrôleurs du domaine. Donc, même si vous êtes membre du domaine, vous allez avoir un groupe local. C'est le groupe qui contiendra le compte local de votre machine. Ceci veut dire que ces groupes qui ne sont pas ici, ils sont disponibles que sur votre ordinateur. Maintenant, quelles sont les caractéristiques d'un groupe local? Donc, il faut savoir que dans un groupe local, vous pouvez attribuer des capacités et des autorisations sur les ressources locales uniquement. Ça veut dire, si j'ai l'un de mes groupes locaux, je ne peux attribuer des autorisations que sur les ressources qu'il y a sur ma machine locale. Je ne peux pas lui attribuer une autorisation sur une ressource qui est sur une autre machine du réseau. Par contre, les membres de ce groupe peuvent venir de n'importe où dans la forêt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux prendre n'importe quel utilisateur du domaine et dire, cet utilisateur, il est membre du groupe local de ma machine, si ma machine est dans un domaine. Est-ce que vous avez compris? S'il vous plaît, je fais beaucoup d'efforts pour vous faire votre cours. Au moins, quand je vous pose une question, essayez de répondre. Alors, le deuxième type de groupe, eh bien, la deuxième portée, c'est ce qu'on appelle les groupes de domaines locaux. Alors, qu'est-ce qu'un groupe de domaine local? Généralement, c'est les groupes qu'on va créer dans Active Directory. Alors, si on va les créer dans Active Directory, donc ça va être des groupes qu'on va utiliser principalement pour gérer l'accès aux ressources et pour attribuer des droits dans Active Directory. Alors, ces groupes, ils existent sur le contrôleur de domaine dans notre forêt. Donc, c'est au niveau du contrôleur de domaine qu'on va trouver ce type de groupe. Donc, quelle est leur portée? Où est-ce qu'ils peuvent agir? Ils peuvent agir uniquement sur le domaine dans lequel ils résident. Par exemple, si je crée le domaine usthp.dz, la portée de mon groupe se limitera au domaine usthp.dz. Elle ne pourra pas le dépasser pour aller, par exemple, vers un domaine qui s'appelle fei.dz ou autre. Alors, ce groupe a des caractéristiques aussi, comme le groupe précédent. Donc, il faut savoir, pour ce groupe, on peut lui attribuer des capacités et des autorisations sur les ressources du domaine local. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut lui attribuer des autorisations sur tous les ordinateurs qui vont se trouver dans mon domaine local. Ici, les membres du groupe, on peut les ramener de toute la forêt
ADDS. Donc, c'est le même principe que le groupe local. Donc, que ce soit un groupe domaine local ou un groupe local, les membres peuvent venir de toute la forêt. Par contre, les autorisations d'un groupe local se limitent uniquement à la machine. Par contre, les autorisations d'un groupe domaine local se limitent à tous les composants du monde domaine. Maintenant, on va voir un groupe qui a une portée un peu plus vaste. C'est ce qu'on appelle un groupe global. Alors, un groupe global, c'est quoi? Généralement, c'est un groupe qu'on va utiliser pour consolider des utilisateurs qui ont des caractéristiques similaires. Par exemple, on va ramener des utilisateurs qui font partie d'un département, bien d'un emplacement géographique différent. Alors, il faut savoir, un groupe global, on peut lui attribuer des capacités, des autorisations n'importe où dans la forêt. Contrairement au groupe domaine local, pour lequel je ne peux attribuer des autorisations que dans mon domaine, là, je peux attribuer des autorisations dans toute la forêt. Par contre, les membres de ce groupe ne pourront appartenir au domaine local. Alors, je vais prendre un exemple pour, un peu pour illustrer les choses. Imaginons que j'ai un domaine qui s'appelle usthp.dz. Dans ce domaine, j'ai trois sous-domaines. J'ai fei.usthp.dz, j'ai rectorat.usthp.dz et disons usthp.dz. Alors, imaginons que je décide de créer un groupe global. Je vais mettre ici. Alors, est-ce que dans ce groupe global, je peux mettre dans ce groupe un utilisateur qui vient de fei.usthp.dz? J'attends une réponse. Est-ce que je peux Pardon, mettre, monsieur, oui, pouvez-vous répéter la question? est-ce que dans mon groupe global, je peux mettre des utilisateurs de fei.usthp.dz? D'après ZK et Sabrachou, oui, la réponse est correcte. Par contre, est-ce que je peux mettre un utilisateur qui vient de chimie.usthp.dz? Non. On avait dit qu'un groupe global, les utilisateurs viennent que du domaine. Alors, les utilisateurs, les membres plutôt, ne sont issus que du domaine dans lequel est créé le groupe. Donc là, je ne peux pas mettre un utilisateur qui vient de chimie.usthp.dz ni de rectorat.usthp.dz. Par contre, je peux attribuer une autorisation sur une ressource qui se trouve dans Rectorat. Imaginons que je veux autoriser ce groupe à accéder, par exemple, à un dossier partagé au niveau du rectorat. J'ai le droit de le faire. Pourquoi? Parce qu'on a dit dans un groupe global, on peut attribuer des autorisations sur les objets qui se trouvent dans toute la forêt. Mais seulement les membres du groupe ne peuvent venir que du domaine local. Est-ce que c'est clair maintenant? Maintenant, imaginons que je décide de créer un groupe local. Non, domaine local, pardon. Les membres du groupe, est-ce qu'ils peuvent venir de chimie?
Non, on avait dit que les membres d'un groupe domaine local ne peuvent venir que du domaine local. Rappelez-vous, les membres d'un groupe domaine local, les membres d'un groupe global ne peuvent venir que du domaine local dans lequel j'ai créé le groupe. La deuxième question, est-ce que je peux attribuer à ce groupe le droit d'accéder à des ressources qui se trouvent dans Rectorat ou dans Chimie? Non. Effectivement, c'est la différence entre un groupe domaine local et un groupe global. Un groupe global, je peux lui attribuer des autorisations dans d'autres domaines de la forêt. Mais un groupe domaine local, je ne peux lui attribuer des autorisations que dans le domaine lui-même. Maintenant, on arrive vers le troisième groupe. Alors, le troisième groupe qui s'appelle groupe universel. Là, il est différent des deux autres groupes. Pourquoi il est différent? Tout simplement parce que les membres peuvent venir toute la forêt. Ça veut dire que si je mets un groupe universel, là, les membres peuvent venir de FEI, ils peuvent venir de rectorat, et ils peuvent venir de chimie, peu importe leur origine. C'est pour ça qu'on l'appelle groupe universel. Et en même temps, on peut lui attribuer des autorisations n'importe où dans la forêt. Ça dit même s'il est là, le groupe universel, je peux lui attribuer des autorisations là ou là, voire même ici ou là. Et les membres peuvent venir aussi de partout dans ma forme. Est-ce que c'est clair pour la différence entre les quatre types de portée de groupe? Local, domaine local, global et universel. Oui. Alors, généralement, pour mettre en place la gestion des groupes, il y a ce qu'on appelle les best practices. Alors, l'une des best practices, c'est ce qu'on appelle la technique IGDL. Alors, pourquoi IGDL? Alors, I pour identity, pardon, identité. G pour dire groupe global. P pour groupe domaine local. Et A pour access. Bon, vous avez compris que c'est en anglais, c'est pour ça on commence par un D parce ici, normalement, I pour identity, G pour global group, D pour domaine, domaine local group et A pour access. Alors, comment va fonctionner cette, cette technique IGDL? Donc, généralement, on part du principe que les identités, donc les comptes utilisateurs et les comptes ordinateurs, sont tous membres d'un groupe global qui représente des rôles. Les groupes globaux sont également qu'on pourra appeler groupes des rôles, sont être membres des groupes de domaines locaux qui, eux, vont représenter les règles de gestion. Par exemple, pour déterminer qui a l'autorisation d'imprimer. Les groupes de domaines locaux qui sont appelés groupes de règles vont avoir eux, accès aux ressources. Par exemple, dans le cas d'un dossier partagé, donc, l'accès sera ajouté en ajoutant le groupe domaine local à la liste de contrôle d'accès au dossier avec les autorisations qui sont fournies. Donc, si vous voulez, c'est une certaine hiérarchisation de l'attribution des rôles. Il faut savoir aussi, comme vous l'avez vu tout à l'heure, lorsque je vous ai montré ma machine, il y a ce qu'on appelle des groupes par défaut. Les groupes par défaut, c'est des groupes qui sont créés par le système, que ce soit au niveau d'Active Directory ou bien au niveau. Alors, alors Sabachou qui pose une question. Monsieur, pourquoi les membres sont de toute la forêt? Donc, la machine est étonnante. D'accord. Il faut savoir que dans un groupe local, c'est un groupe qui permet d'administrer la machine.
Donc, il a été créé de telle manière qu'on puisse permettre à n'importe quel utilisateur de la forêt d'accéder à ce groupe local pour avoir des droits sur la machine. Le but, c'est quoi? C'est tout simplement de permettre à n'importe quel utilisateur de pouvoir avoir accès à une machine unique. En termes de sécurité, ça représente moins de risques parce qu'un groupe local, il a une portée très limitée. Uniquement, c'est la machine. Par contre, les groupes locaux, les groupes de domaines locaux, les groupes, pardon, de domaines locaux, les groupes globaux, on ne peut pas évaluer. Vous allez voir par la suite quand on va commencer à travailler sur les groupes, que n'importe, qu'on peut mettre plusieurs autorisations cumulées sur un groupe, et on va se retrouver avec un groupe dont les membres ont autant d'avantages qu'un administrateur, voire des fois plus. Et l'administrateur ne pourra même pas le remarquer parce qu'il va y avoir un cumul d'autorisations. Et le cumul d'autorisation, généralement, il est difficile à identifier. C'est pour ça qu'il y a eu des outils qui vont permettre de calculer ce qu'on appelle les droits effectifs d'un utilisateur. Ça, on le verra normalement lors du prochain cours. Donc, je disais, nous avons plusieurs groupes qui sont créés par défaut. Par exemple, les administrateurs d'entreprise, les administrateurs de schéma, les administrateurs du domaine, les opérateurs de serveurs, les opérateurs de compte, les opérateurs de sauvegarde. Donc, tous ces comptes sont créés, pardon, tous ces groupes sont créés par défaut par votre machine. Bon, je pense qu'on va arrêter à ce niveau-là pour le cours. Si vous permettez, je dois prendre une petite pause de 15 à 20 minutes. Ensuite, on commencera le TP. Donc, pour le TP, s'il vous plaît, lancez vos machines virtuelles serveurs. Si vous n'avez pas de questions, on arrête là et on reprendra à midi.